La lettre était certes très administrative, mais le roi venait bel et bien de laver leur honneur. Le chevalier donna sans un mot le premier feuillet à sa petite-fille et continua le second, écrit de la main même de Louis XIV, sur un ton beaucoup plus personnel. Je remercie le ciel, Saint Béryl, de vous savoir en vie. On m'avait assuré que vous étiez mort sur vos terres, j'ai eu le tort de le croire. Ces quelques gratifications ne sauraient effacer des années d'injustice, mais je m'engage à vous réhabiliter et à protéger personnellement vos petits-enfants, à condition qu'ils me servent aussi bien que vous le fîtes autrefois. Je serai heureux de vous témoigner mon affection en mon château de Versailles, lorsque votre santé le permettra, Louis. Je remercie Sa Majesté pour ses bontés, commença le vieil homme en s'essuyant les yeux. Eh bien, écrivez-le lui, répondit l'homme qui commençait à s'impatienter. Il sortit de sa sacoche son écritoire portative, puis une bourse rondelette qu'il fit tomber sur les genoux du chevalier. Et signez-moi donc ce reçu, je vous prie. Quelques jours plus tard, derrière les rideaux clos du lit, les deux jeunes filles n'arrivaient pas à dormir. Dis donc, demanda Cécile, tu crois qu'ils ont des guérisseurs à la cour? Je ne sais pas, répondit Pauline, qui voyait très bien où son amie voulait en venir. Ils ont des médecins, je crois. Les médecins sont des ânes, tu le sais bien, enfin, presque tous. Au fait, j'ai reçu un courrier cet après-midi. Pendant tes visites, laissa tomber Pauline, mine de rien. Je suis convoquée demain à Versailles pour être présentée à la reine. Ah! Après, j'emménage dans ma chambre. Ah oui? Avec ma femme de chambre, lança Pauline, en attendant sa réaction. Mais nous n'avons pas de servante, fit remarquer Cécile, tout sourire dans le noir. Non, et cela va être dur d'en trouver une d'ici demain, souffla une Pauline mutine. Femme de chambre, guérisseuse, c'est presque la même chose. Pauline fit semblant de réfléchir une seconde, puis lui tendit la main. Topez-la, jeune fille, je vous engage. Chapitre 7. 14 juin 1682. Pauline et Cécile descendirent de la voiture de louage, puis rassemblèrent leurs bagages autour d'elle. La grande avant-cour pavée du château retentissait de coups de marteau et des cris que les contremaîtres lançaient aux ouvriers. Les deux jeunes filles n'avaient jamais rien vu de tel. Le château, encore en chantier, était grandiose. Le bâtiment principal, en U, prolongé de deux ailes, entourait une esplanade immense, tandis qu'une autre aile perpendiculaire au château rompait la symétrie sur leur gauche. Derrière elle, trois larges avenues à la perspective parfaite convergeaient vers les écuries, construites en demi-cercle face au château. Sous le vent des nuages de poussière, le va-et-vient des carrosses, chaises à porteurs et livreurs en tout genre, semblait incessant. Courtisans en grande pompe et ouvriers couverts de plâtre se croisaient en un curieux menuet. Au milieu des échafaudages, les boutiquiers et les camelots avaient déjà installé leurs habituelles baraques en planches, proposant colifichets, fleurs ou nourriture. On faisait la queue chez les vendeurs de bougies et de fagots ou les perruquiers. Une ville dans la ville. Porteur demanda un gosse dépenaillé en s'approchant d'elle. Non merci, pas pour le moment, répondit Pauline. Fruits, oubli, limonade insista le gamin en tournant autour des bagages. Non merci, répéta Cécile, que l'insistance du gamin commençait à agacer. Visite des jardins alors? Deux sols seulement, continua-t-il, cette fois-ci hargneusement, en sortant un plan chiffonné. On t'a dit non, articula Cécile, qui flairait un mauvais coup. Attends, où est l'escalier de la reine? Un seul renseignement, fit l'enfant en tendant une main crasseuse à Pauline. Tu es fou, il y a ici 100 personnes qui nous renseigneront pour rien. Le gosse eut une grimace de colère, puis il poursuivit avec un rictus mauvais. C'est par là, répliqua-t-il en montrant l'aile de droite avant de détaler. À l'église voisine des Récollets, midi sonnait déjà. Vas-y vite, je garde nos affaires en t'attendant, fit Cécile en suivant le gosse du regard. Pauline lissa dès deux mains sa robe bleue, puis s'engagea dans la première entrée de l'aile de droite, croisant les ouvriers qui sortaient pour la pause du dîner. Au bout du corridor, un petit escalier. Étrange, se dit-elle en y montant, que dans un si grand château, la reine ait un escalier si petit. Au premier étage, le palier était encombré d'outils et de pots de peinture qu'elle enjamba, avant de se diriger vers une pièce vide qui donnait sur une cour intérieure. Les pièces nues, en enfilade, avaient toutes au minimum une fenêtre et deux portes, pour l'heure toutes ouvertes et toutes semblables. Mais
Où est donc l'antichambre se lamenta Pauline en avançant dans un grand salon fraîchement repeint. Elle poussa une porte à droite et enfila un couloir. En ouvrit une autre, donnant sur un nouveau salon vide, au bout duquel elle prit une porte de service, puis un couloir aveugle, puis une porte. Mince, encore le grand salon. La forte odeur de peinture fraîche commençait à lui donner la nausée. Pas de panique, dit-elle tout haut pour se donner du courage. Il est midi, la reine m'attend, il y a forcément du monde. Elle prit cette fois la porte de gauche et décida qu'elle ne s'arrêterait que lorsqu'elle aurait trouvé âme qui vive. Pièce vide, couloir, salon, couloir, l'envie lui prit de hurler jusqu'à ce qu'on vienne la chercher. Salon, pièce vide, tiens, plus de pot de peinture. C'est bon signe. Couloir, pièce meublée, enfin presque. Dans la pénombre d'un réduit éclairé par un œil de bœuf, elle distingua une ribambelle de perruques sur une étagère, une chaise percée recouverte de velours et un paravent. Des vêtements étaient pendus sur une tringle. Dans un coin, il y avait un lit de camp. La salle de repos des gardes, sans doute. Alors qu'elle allait traverser la pièce pour prendre la porte d'en face, elle entendit gesticuler derrière le paravent. Je vous demande pardon, commença-t-elle, tandis qu'une tête d'homme émergeait tout à coup. Vous êtes dans mes appartements, mademoiselle, tonna le garde en colère. J'en suis confuse, monsieur. Je me suis perdue. Je cherche les appartements de la reine. De qui fit hautainement l'homme en jaillissant de derrière le paravent en chemise. La reine, monsieur, répondit Pauline, un rien énervée. La femme du roi, quoi. L'homme la toisa un instant bouche bée, les mains sur les hanches. Vous voyez de qui je parle insista Pauline qui commençait à bouillir. Pourtant, le garde n'avait pas l'air d'un demeuré. La quarantaine, bel homme, d'épais cheveux châtains, bouclés, de beaux yeux bruns qui brusquement se mirent à pétiller de malice. La reine loge dans l'autre aile, mademoiselle, finit-il par dire. C'est impossible. J'ai bien pris le petit escalier avant de me perdre dans ce dédale de pièces, interdite au public, coupa l'homme. Sans compter que, par là, c'est un escalier privé, mademoiselle. Pauline, pour le coup désorientée, regarda l'homme au désespoir. Je suis en retard, et la reine qui m'attend, reprit-elle au bord des larmes. Elle regarda l'homme prendre un gilet de satin posé sur une chaise et l'enfiler, sans même se soucier d'elle. C'est donc si grave demanda-t-il enfin. Pire, monsieur. Si je suis renvoyée, mon grand-père me tuera. Vraiment, mademoiselle? Et qui donc est ce bourreau sanguinaire? Le chevalier de Saint-Béril, monsieur. L'homme éclata de rire, et Pauline eut soudain la détestable impression que quelque chose lui échappait. Je vous interdis de vous moquer. Mon grand-père est un homme honorable, injustement calomnié. Tout doux, mademoiselle, fit le garde en riant, lorsqu'ils furent interrompus par un gros homme qui entrait par l'autre porte. Celui-ci s'arrêta, un instant déconcerté de trouver une dame avec son maître. Ah, bon temps. Voici mademoiselle de Saint-Béril qui cherche les appartements de la reine, raconta l'homme au nouveau. Le dénommé Bontemps s'empressa de l'aider à passer un somptueux juste au corps de brocart rebrodé d'or. La reine, sire répéta-t-il en regardant Pauline d'un air soupçonneux. Oui, la femme du roi, quoi, répondit l'homme en ajustant la haute perruque qu'il venait de choisir. Pauline, qui pâlissait, commença à avoir une horrible intuition. Votre Majesté a eu raison de se changer avant la messe. Cette tache de café est fort disgracieuse, continua Bontemps, imperturbable. Pauline, qui sentait ses jambes se dérober sous elle, s'assit sur le lit de camp. Bontemps, apportez donc des sels. Mademoiselle va avoir un malaise. Vous êtes. Pauline ne put finir sa phrase. Elle se leva d'un bond, le feu aux joues. On ne s'asseyait pas en présence du roi. Pourtant, Louis XIV, voyant son trouble, la repoussa vers le lit, puis s'assit à son côté. Eh oui, l'État, c'est moi, fit-il en se tapant sur les cuisses, fier de son mauvais jeu de mots. Ce n'est pas drôle, ne put s'empêcher de rétorquer Pauline, qui ne retenait plus ses larmes. Voyons, mademoiselle, je ne supporterais pas de voir pleurer d'aussi jolis yeux, lui répondit le roi en lui tapotant la main. Vous m'avez fort diverti. Il faut dire qu'ici les occasions sont rares, rajouta Louis XIV sans aucune gêne. Que votre majesté m'excuse. Je jure que mon intrusion n'était pas intentionnelle, hoqueta Pauline, une main sur le cœur. Ne craignez rien, ceci restera entre nous. Il lui tendit les selles qu'elle renifla avec méfiance. C'est l'heure de la messe, sire, les interrompit Bontemps d'une voix feutrée. Le roi attendit que Pauline retrouve son calme avant de poursuivre. J'ai promis à mon vieux Saint-Béril de le réhabiliter publiquement. Je vous accompagne donc chez la reine pour plaider votre cause. Ainsi chacun pourra voir que le roi a pardonné à votre famille. On n'entendait plus, dans un silence quasi religieux,
que le bruit de la canne du monarque sur le sol. « Souriez, mademoiselle, lui souffla le roi. Toute la cour vous observe. » Les courtisans, qui hantaient depuis des heures les antichambres dans l'espoir de se faire remarquer, leur faisaient une haie d'honneur. Au cri de « Messieurs, le roi !» chacun plongeait dans une révérence, chapeau bas, figé dans une attitude respectueuse. Le roi s'arrêtait, de temps à autre, pour saluer une dame. Certaines, profitant de l'aubaine, risquaient quelques mots. « Une abbaye pour mon fils, sire, entendait-on. Un régiment pour mon mari, sire. Une pension pour ma sœur. Une charge, une chambre au château, sire. » D'autres, plus hardis, lui glissaient dans la main un placet. À chaque quémandeur, Louis XIV répondait « Je verrai ». L'enfilade des salons d'apparat semblait sans fin, et Pauline, qui n'en menait pas large, ne put s'empêcher de râler entre ses dents. « Si jamais je retrouve ce sale gosse, je lui flanque mon pied au… » « Où donc, mademoiselle ?» demanda Louis XIV en souriant. Pauline se mit à rougir, tandis que, derrière eux, les commentaires allaient bon train. Tous se demandaient qui était cette superbe jeune fille. La plupart étaient certains d'avoir assisté à la naissance d'une nouvelle favorite. Athénaïs de Montespan, la surintendante de la maison de la reine, tapota d'un geste nerveux le bois de son bureau. « Le roi lui a souri, dites-vous » redemanda-t-elle, le regard noir. « Oui, madame », confirma Claude Devin des œillets, sa suivante. D'après Fabien, notre informateur de la salle des gardes, elle sortait avec lui des appartements privés. La suivante pressentit un éclat de sa maîtresse. Celle-ci n'admettait pas d'avoir été reléguée au second plan depuis cette sordide affaire des poisons. Depuis, elle luttait, toute griffe dehors, pour reconquérir son rang. Elle est très jeune et ressemble beaucoup à mademoiselle de Fontanges, en blonde, reprit Claude, attisant encore davantage la jalousie de l'ancienne favorite. Fontanges, belle comme un ange, avait-on chanté à la cour. Dans un mouvement de colère, la marquise brisa en deux la plume d'oie avec laquelle elle était en train d'écrire. « Ils arrivent, madame, reprenez-vous, supplia Claude Desœillets, en se dirigeant vers la porte de service. Déjà, l'autre porte s'ouvrait à deux battants, et une Pauline plus morte que vive entra à la suite du monarque. Aussitôt, la marquise plongea dans une révérence. Elle garda la pose quelques secondes de plus que ne le voulait l'étiquette, jouant sur le fait que sa robe mettait en valeur des épaules superbes. Elle se releva enfin avec le sourire charmeur qui autrefois ravissait le roi. Mais celui-ci, imperturbable, ne lui répondit que par un salut de son chapeau. « Madame, j'ai tenu à vous présenter moi-même mademoiselle de Saint-Béryl. Il m'importe que vous la receviez dans les meilleures dispositions. » Pauline plongea à son tour dans une révérence devant celle qui, des années durant, avait été plus qu'une reine. Madame de Montespan n'y répondit pas. Elle détailla la nouvelle venue sans indulgence. Comment le roi pouvait-il s'intéresser à une fille aussi jeune? Certes, elle avait des airs d'Angélique de Fontanges, qui avait amusé le roi un temps, mais de là à s'enticher de cette gamine. Voyons, sire, mademoiselle de Saint-Béryl est sans naissance, et par trop commune, laissa-t-elle tomber avec dédain en montrant la robe bleue. Nous ne prenons dans la maison de la reine que l'élite de la noblesse. Il semble de plus qu'elle ne sache pas lire l'heure. Nous l'attendions voilà un bon quart d'heure. Morte de honte, Pauline piqua un phare. Elle savait par sa tante que madame de Montespan avait la langue acérée, mais elle ne pouvait toutefois s'expliquer l'animosité qu'elle venait de provoquer chez la marquise. « Madame, fit le roi, je ne doute pas que, sous votre direction, mademoiselle devienne un des éléments les plus brillants de la cour. Mais enfin, sire, insista-t-elle en lui prenant le bras, je vous assure que c'est… Il suffit, madame, l'interrompit le roi en se dégageant. Vous dirigez par faveur royale le personnel de la maison de la reine. Mais si vous ne pouvez faire face à vos obligations, nous trouverons à vous remplacer. » La marquise de Montespan baissa la tête sous le camouflet, puis lança un regard haineux à la jeune fille qui aurait voulu disparaître dans un trou de souris. Elle venait de comprendre que, pour avoir été l'objet et le témoin de cette scène, Athénaïs de Montespan allait lui déclarer la guerre. « Bienvenue à Versailles », se dit stoïquement Pauline. Pauline n'entrevit la reine que quelques secondes, avant que celle-ci, très pieuse, ne prenne le chemin de la messe. Petite blonde grassouillette à l'accent espagnol, Marie-Thérèse sut la mettre en confiance et l'accueillit avec un mot gentil. La marquise, qui tentait de cacher sa colère tant bien que mal, chargea la vieille madame du Paillol, la doyenne de la maison de la reine, de son installation. Cette dernière,
convoqua aussitôt avec maestria plusieurs laquais auxquels elle ordonna de transporter les affaires de Pauline. Elle-même, compte tenu de son grand âge, préférait se rendre directement sous les combles de l'aile du Midi, où elle se donnait rendez-vous. L'endroit n'avait rien de commun avec les somptueux appartements que Pauline avait traversés avec le roi. Ici, pas de lambris, pas de dorures, ni de parquet précieux, le couloir, percé à chaque bout d'un œil de bœuf, était encombré d'un vrai bric-à-brac. Restes de repas, pots de chambre et linge sale. Pauline compta une vingtaine de portes sur lesquelles on avait inscrit à la craie les noms des locataires. Les appartements n'étant pas terminés, nous vous avons mise temporairement avec mademoiselle de mais cette petite Bavaroise a un nom impossible. Elle est à la Dauphine. Mais, continua-t-elle, avec un sourire entendu, si les choses continuent à aller bien pour vous, il se peut qu'on vous loge seul. On allait bien, répéta Pauline sans saisir l'allusion. Mais madame Dupaillol frappait déjà à la dernière porte, puis entrait sans attendre. La pièce mansardée était minuscule. 2 grands lits et une coiffeuse en occupaient toute la surface. Une jeune fille rousse, qui lisait sous l'unique lucarne, se leva prestement. Mademoiselle de commença la vieille Dupaillol. Messernicht Dagesao, madame, fit la demoiselle, en esquissant un salut. Voici mademoiselle de Saint-Béryl, qui partagera votre logis. Je suis enchantée, mademoiselle, répondit la rouquine, avec une pointe d'accent germanique sur une révérence. Moi de même, mademoiselle. Ridicule, pensa Cécile, en observant la série de courbettes. Ces nobles sont si protocolaires. Il y a un lit de camp pour votre servante à côté, dans la garde-robe, indiqua madame Dupaillol, en désignant du menton le cagibi derrière la porte. Cécile fit la grimace. Elle s'imaginait mal dormant entre vêtements et peau de chambre. Bien. Rendez-vous demain à 7h30 chez la reine. Et tâchez d'être à l'heure, insista madame Dupaillol en sortant. Un silence gêné s'installa dans la pièce, les 3 jeunes filles s'observant mutuellement. Votre servante peut dormir avec nous. Cela ne m'ennuie nullement. Cécile est mon amie, mademoiselle, non ma domestique, expliqua Pauline. La rouquine sourit, compréhensive. Je suis venue de Bavière avec ma sœur de lait Anna, il y a 2 ans, pour le mariage de ma maîtresse Marie-Anne avec le dauphin. Sans Anna, je crois que je serais retournée chez moi en courant. Si cela ne dérange pas Anna, je dormirai ici, déclara Cécile que la garde-robe, après un coup bref d'œil, inspirait de moins en moins. En fait, reprit la jeune fille avec un soupir, c'est Anna qui est partie en courant. Elle avait le mal du pays, elle est rentrée en Bavière il y a 3 mois. Vous n'avez pas de servante? Non, ma famille n'est pas très riche, reprit la rouquine, les yeux fixés au sol, avec un sourire gêné. Je me débrouille avec la servante d'étage. Nous, mademoiselle, nous sommes carrément pauvres, souffla Cécile en riant. Je suis heureuse de vous avoir avec moi, reprit la Bavaroise en soupirant d'aise. La dernière locataire, une fille de comte, était horriblement prétentieuse. Je suis sûre que nous allons bien nous entendre, fit Pauline avec soulagement. J'allais me chercher à manger. Voulez-vous venir? Il faut se dépêcher avant le dîner du roi. Voyant le regard interrogatif que se lançaient les 2 amis, elle expliqua tout en les aidant à rentrer les bagages restés devant la porte. Le roi sort du conseil à midi pour aller à la messe. À 13h, il se rend chez la Dauphine ou chez madame de Maintenon ou encore chez madame de Montespan. Puis, à 14, il mange en petit couvert, c'est-à-dire seul ou avec la reine. Nous devons être présents. Je vous assure que c'est très désagréable de regarder le roi manger, debout et le ventre vide. Alors, autant prendre ses précautions avant. Au fait, ajouta-t-elle, je me nomme Hildegarde. Il dit, pour vous servir. Je vous jure que la marquise me déteste, déclara Pauline, après avoir raconté ses mésaventures. Elle s'assit plus confortablement en tailleur sur le lit où elle s'était installée pour manger. Que voulez-vous? Reprit Hildegarde. Elle ne pense qu'à reconquérir le roi. Seulement la concurrence est rude. De 14 à 60 ans, toutes les dames courent après lui. Surtout en ce moment. La place est libre, ajouta-t-elle en riant. La place de favorite doit être bonne pour qu'elle s'y accroche, fit Cécile. Être favorite, expliqua Hildy, c'est le tabouret, comme pour les duchesses. Des titres, des terres pour votre famille, beaucoup d'argent, sans compter les princes et les ministres qui vous mangent dans la main. Et la reine laisse faire? Pauvre reine, elle subit toutes ces humiliations sans rien dire. Elle est en adoration devant le roi.